Bonjour à tous, très bonne année à tous. Et je crois qu'on ne pouvait pas mieux commencer l'année 2019, année des élections européennes, qu'avec Daniel Cohn-Bendit. Merci infiniment d'être avec nous, mais je vais laisser Olivier Faron, la parole à Olivier Faron pour introduire cette séance exceptionnelle. Merci à tous d'être venus un lundi, ce n'est pas le jour habituel, mais c'est vraiment une exception et non pas la règle. Merci beaucoup Nicole, je suis très heureux de vous saluer toutes et tous, très heureux de vous présenter aussi évidemment tous mes vœux pour 2019. C'est évidemment un très grand honneur, un très grand plaisir que d'accueillir Daniel Cohn-Bendit. Je ne vais pas me hasarder à vous présenter parce que ça prendrait des heures et des heures. Je me permettrai juste de rappeler évidemment que vous êtes l'homme de 1968 et de la révolte de 1968, sur laquelle d'ailleurs je pense que les historiens dont je suis n'ont pas fait le travail de mémoire suffisant et je pense qu'il aurait fallu mieux reparcourir ça. Et puis... Vous avez le temps. Mais Vous avez le temps, je sais pas, 100e anniversaire, ça sera intéressant que vous recommenciez. C'est vrai. Saluer les mots que mon collègue et ami Jean-François Ballaudet a prononcés quand il vous a remis un doctorat honoris causa. Et il a dit, et je trouve que les termes sont très beaux, il a dit qu'il saluait cette période d'incandescence. Et il a dit que vous faisiez partie de notre communauté universitaire. Donc je trouve ça très beau. Et comme Jean-François est un grand ami, j'ai plaisir à le rappeler. Et puis vous avez été, et Nicole le disait, élu depuis 1994 d'abord comme député européen des Verts allemands, puis en 1999 sur une liste des Verts français, et puis en 2009 vous avez permis à une liste écologiste le plus haut score dans notre pays jamais atteint, et évidemment tout ça vous est dû. Et puis je voudrais dire que votre parole, et j'ai encore eu l'occasion de vous écouter hier soir, est une parole réjouissante, une parole pétulante et une parole qui permet de glisser à chaque fois des sujets nationaux et des sujets de souffrance qui évidemment sont des questions vers des enjeux européens et vers des réponses européennes. Et je pense que c'est évidemment extrêmement réjouissant de vous entendre. Vous avez montré à travers, quand vous parliez du Brexit, qu'effectivement on peut s'interroger sur la pertinence de référendum à tout crin. Donc voilà, vous avez aussi montré que l'euro était en définitive, dans ces périodes troublées, une bonne défense pour nous. Et puis surtout, vous nous avez conduit à souligner l'importance des élections européennes qui sont désormais dans quelques semaines. Donc aujourd'hui, je me permets juste de signaler ça pour le Conservatoire. Nous venons d'ouvrir une plateforme d'expression pour nous insérer dans la question du grand débat. Et je pense que, notamment évidemment sur les questions qui nous préoccupent, qui sont celles de la formation professionnelle, et je pense que dans l'enseignement supérieur, comme dans beaucoup de domaines, nous devons penser européen. Donc, grâce à vous, nous allons avoir une très belle leçon sur l'Europe. Donc, merci infiniment d'être là. Dans cet amphi, vous l'avez rappelé, qui porte le nom de notre fondateur, et vous êtes dans la lignée de notre fondateur, l'abbé Grégoire, qui a porté beaucoup des plus beaux combats de notre humanité. Merci beaucoup. Pour ajouter que non seulement la parole de Daniel Cohn-Bendit est réjouissante, mais ses écrits sont structurants, et notamment un livre que moi j'ai adoré qui s'appelle Debout l'Europe, que vous avez fait avec Guy Verhofstadt il y a quelques années maintenant et Jean Quatremer. Les deux d'ailleurs sont venus autrefois ici au Forum Europe, chacun à son tour, et c'est un livre qui me paraît rester d'une actualité absolument brûlante. Donc voilà. Moi, j'ai plein de questions. Je suis sûre que toute la salle aussi. Donc, on va donner la parole à Daniel Cohn-Bendit pour nous parler de quelle Europe demain, qui est vraiment la question qui, je crois, va centraliser les débats pendant les élections, pendant la campagne électorale. Et ensuite, règle du jeu, nous lui poserons les questions que nous voudrons. C'est à vous. Merci. Merci et bonsoir. Alors, je dois d'abord m'excuser parce que vous allez me servir de cobaye ce soir. Enfin. Et étant donné que vous avez raison, il y aura les élections européennes et que
même sans être candidat. Non, ne pleurez pas tous tout de suite, c'est pas grave, hein. Eh bien, je participerai donc à des meetings, des interventions, et donc je vais me chauffer ce soir, en ce début d'année, en essayant de parler du rêve européen. Et en fait, quand on parle de l'Europe et parler de l'Europe de demain, il faut être capable de comprendre l'Europe d'aujourd'hui et l'Europe d'hier. Et une des questions qui me travaille depuis longtemps, c'est que sommes-nous capables d'apprendre de l'histoire ? Évidemment, toute personne intelligente vous diront que nous les êtres humains, nous sommes capables justement d'apprendre les leçons de l'histoire. Quand on voit ce qui se passe un peu dans le monde d'aujourd'hui, on pourrait dire, on a le droit d'en douter. On a le droit de se poser des questions, sommes-nous vraiment capables de comprendre les leçons de l'histoire ? Et l'Europe, là, joue pour moi quelque chose de fondamental. Alors, je vais commencer par la petite histoire que je raconte toujours, donc ceux qui l'ont déjà entendu, je m'excuse, mais qui pour moi, est caractéristique de la problématique européenne. Donc, l'histoire, ça va vite. Je suis né en 1945. J'ai été conçu par mes parents, oui, vous êtes tout adulte, les cheveux blancs sont là, donc pas de problème. Donc, j'ai été conçu par mes parents dès qu'ils ont appris que le débarquement en Normandie a eu lieu. Ils étaient cachés près de Montauban, à Moissac, pendant la guerre. Ils avaient la responsabilité d'une maison pour jeunes juifs qu'ils avaient cachés dans la campagne. Mon frère aussi était caché. Bref, en apprenant le débarquement, ils se sont dit l'histoire nous donne une nouvelle chance. Et donc, ils ont conçu un enfant. Donc, je suis un enfant de la liberté. Je suis un enfant qui, à sa naissance, est tombé dans quelque chose qu'on appelle une sauce libertaire, si vous voulez. Et donc, je suis né le 4 avril 1945, j'arrive dans une maternité à Montauban-sur-Terre, et je commence à parler à mes parents. Et je leur dis, dans 50 ans, donc 45, il n'y aura plus de frontières entre la France et l'Allemagne. Il n'y aura plus de soldats entre la France et l'Allemagne. Il n'y aura plus de contrôle policier, pas seulement entre la France et l'Allemagne, entre la France, les Benelux, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc. Bref, je raconte une histoire complètement incohérente. Mes parents se disent, on a un problème. Premièrement, il parle trop tôt, et deuxièmement, il dit n'importe quoi. Et cette petite histoire est toute la leçon européenne. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, tant bien que mal, avec de grandes difficultés, c'est un progrès civilisationnel incroyable. Si vous reprenez l'histoire de l'Europe, l'histoire de ce continent, alors je sais, on peut dans des universités dire l'Europe, ce sont les Lumières, la littérature, nous avons inventé les droits de l'homme, etc., etc. Et on peut en faire des heures et des heures en expliquant un peu tout ce qu'est l'histoire européenne, les progrès européens, etc. On peut raconter la même histoire en disant l'Europe c'est le colonialisme, c'est la domination sur d'autres peuples, c'est le racisme, c'est l'antisémitisme, l'Europe c'est des guerres incroyables, l'Europe c'est le nazisme, l'Europe c'est le stalinisme et le communisme, bref, toutes les horreurs de ce monde, elles ont aussi été pensées, créées, développées en Europe. Et donc, quand après, alors il y a eu des tas de tentatives de construire l'Europe entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième. D'ailleurs, il est évident, si on avait été intelligent et on avait réussi à faire ce qu'on a fait après la Deuxième, après la Première,
au lieu de faire un traité de Versailles absolument débile et qui a causé beaucoup de problèmes par la suite, on aurait évité la Deuxième Guerre. Ça aurait été pas mal, ça aurait été intelligent. Donc on aurait pu apprendre quelque chose. Mais ce n'est pas le cas. Et pourquoi ce n'a pas été le cas? Et pourquoi on a pu construire, en fait, après, dans les années 50, cette Europe aujourd'hui bancale, mais bien réelle? Eh bien, je crois qu'un des secrets, et là, je crois que les sociétés ont appris, même si vous voulez, c'est pas toujours clair dans nos têtes et qu'il y a des reproches, d'ailleurs, vous allez voir, qui contredisent un peu cette thèse que je vais développer, c'est pour la simple raison que, après 1945, et surtout après, en même temps, la défaite des deux empires coloniaux qui ont structuré l'Europe, c'est-à-dire la France et l'Angleterre, aucun État dans l'Europe n'était capable et n'avait la possibilité d'être hégémonique en Europe. Car le secret de cette construction européenne qui commencera, vous savez, après que la France ait refusé l'Europe de la défense, etc., qui commencera par les accords sur l'acier, le charbon, etc., je ne vais pas vous refaire toute l'histoire comme ça, eh bien, c'est que, enfin, surtout des élites au début, parce qu'aujourd'hui, on décrit toujours les élites. Alors, c'est souvent les élites se trompent et font des choses horribles, mais quand ils font quelque chose de bien, au moins on pourrait le dire. Donc, des élites ont eu cette idée comment rapprocher la France et l'Allemagne, et autour de ce rapprochement franco-allemand, comment faire cette construction européenne. Et de dire la construction telle qu'elle va se développer a une condition sine qua non. Aucun État ne doit et ne pourra être hégémonique. C'est-à-dire que tous les États qui constitueront cette Europe seront égaux, qu'ils soient grands ou petits. Et je crois que c'est cette condition qui a permis, après, toute l'évolution qui partira après du traité de Rome jusqu'à ce que nous avons aujourd'hui. Ceci est très important parce que cela veut dire que les États-nations tels qu'ils existaient en Europe après la Deuxième Guerre mondiale, étaient prêts à limiter leur pouvoir d'État par rapport à d'autres États en Europe pour essayer de construire quelque chose avec ces autres États qui étaient souvent ce qu'on appelait des ennemis héréditaires. Cette évolution-là a créé quelque chose qui est, si vous voulez, le premier rêve européen, le rêve de la paix. Alors je sais que dès que quelqu'un commence à parler du rêve de la paix, des personnes qui se croient très intelligentes vous disant « Mais ça, ce sont des balivernes, des vieilles histoires. Qu'est-ce que tu nous racontes de la paix? Enfin, il y a plus de 60 ans. Il y a plus de 70 ans qu'il n'y a pas eu la guerre ici. Pourquoi tu nous casses les pieds avec la paix ?» Eh bien, moi, je dis justement, Inch'Allah, parce qu'il y a 70 ans, parce qu'on a réussi. Donc, on n'a pas le droit, on ne devrait pas parler de ce qui a réussi. C'est quand même incroyable. Ce continent, qui a été un des continents les plus barbares, si je prends la guerre de 30 ans, parce qu'aujourd'hui, on nous dit, bon, regardez, ces musulmans, ils sont quand même incroyables, les chiites et les sunnites, ils sont pas capables de se mettre d'accord, ils se tapent dessus, ils se font la guerre. Oui, d'accord, mais les protestants et les catholiques, c'était pas mieux, hein, je vous dis, et puis le nombre de morts était équivalent. Donc, je veux dire, quand on prend de la guerre de 30 ans pour commencer ça, je veux pas commencer aux croisades, etc., jusqu'à 1870, 71, 14, 18, 39, 45, ouf! Je veux dire, si depuis 70 ans, on est arrivé à une situation où une guerre entre la France et l'Allemagne est aussi impossible et invraisemblable qu'une guerre entre la Bavière et la Prusse, si vous voulez, ça veut dire quand même que ceux qui ont construit cette situation, ils peuvent se taper sur l'épaule et dire bravo, on a réussi comme quelque chose de fantastique. Et que si aujourd'hui, moi,
je me rappelle que la première fois que j'étais au Parlement européen, et je finirai cette première étape du rêve européen, la première fois que j'étais donc élu en 1994, il y a eu, quelques mois après mon arrivée, un débat sur la pêche. Alors, vous savez, moi, la pêche, j'y connaissais rien. Maintenant, j'ai appris, puisque je suis écolo, je peux pas dire que j'y connais rien. Donc, j'ai appris, mais à l'époque, je n'y connaissais pas grand-chose. Et donc, je vais en plénière, et c'était quelque chose de fantastique. Vous aviez, alors le Parlement européen, ça fonctionne comme ça, vous avez un rapporteur ou une femme rapporteuse, qui donc présente un rapport, et puis il y a après un débat. Donc celle qui présentait le rapport était une Espagnole, de droite, même de droite dure, qui présentait le point de vue de la pêche de l'Espagne et proposait ça comme un rapport pour toute l'Europe. Lui répondait une femme très intelligente, de gauche, c'était une communiste, qui présentait le point de vue de la France. Et ce qui était intéressant, c'est que tous les Espagnols, de l'extrême droite à la gauche, défendaient la position espagnole. Et que tous les Français, de l'extrême gauche à l'extrême droite, ou à la droite, défendaient le point de vue des Français. Et tout d'un coup, j'ai éclaté de rire, et je me suis dit, mais il y a 70 ans, ils s'envoyaient la marine nationale contre l'armada espagnole. Ils se tapaient dessus. Aujourd'hui, ils sont dans l'enceinte d'un parlement, ils sont obligés de discuter et ils sont obligés de développer des arguments pour que des luxembourgeois, qui ne comprennent pas grand-chose à la pêche, on sait pourquoi, ou les Autrichiens votent d'un côté ou d'un autre. Donc, je veux dire, c'est un processus civilisationnel. On se tape plus dessus, on se parle, on discute, on s'engueule. On n'est pas d'accord, on a des crises de nerfs, c'est des fois très difficile. Le général de Gaulle refusait l'arrivée des Anglais, je vais en parler après, etc. Mais c'était une situation tout à fait nouvelle, que pendant des siècles et des siècles, ce continent n'a pas connu. Donc le rêve européen, le premier rêve européen a été ce rêve de la paix, parler au lieu de se faire la guerre, et créer des institutions communes qui nous obligent en permanence, quand il y a des conflits, quand il y a des positions, des difficultés, eh bien, à régler ces conflits dans un cadre commun qui s'appelle l'Europe, qui se développe, qui continue à se développer et à avancer, ce qu'on appelle, si vous voulez, un projet sui generis. Alors, partant de là, on se dit, bon d'accord, on a compris, mais peut-être que les difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est que ce rêve européen de la paix ne suffit plus. Ne suffit plus parce que, vu les problèmes, d'abord parce que ce rêve ne répond plus ou ne répond pas aux problèmes d'aujourd'hui, et que deuxièmement, on a beau argumenter que c'est bien qu'on bénéficie donc de ces 70 ans de paix, mais que visiblement, ça ne crée pas une plus-value émotionnelle dans nos sociétés qui font que tout le monde soit béat et béni oui face à cette Europe qui quand même a d'énormes difficultés. Donc pour moi, la grande question, le grand problème, c'est peut-on faire évoluer, redéfinir ce rêve européen? Alors vous allez me dire, mais pourquoi on a besoin d'un rêve? Eh bien, je crois que si nous n'avons pas un rêve, si nous n'avons pas une vision, une volonté de l'avenir, eh bien, nous n'arriverons pas à surmonter les problèmes du quotidien. Et hier, j'ai discuté avec quelqu'un qui, entre autres, est président de la République en France, qui en ce moment a quelques difficultés, mais qui a dit une phrase que j'ai trouvée assez intéressante, qui a dit « il faut faire comprendre dans cette élection européenne que l'Europe n'est pas un marché, mais un projet. Et que si nous n'arrivons pas, si nous réduisons l'Europe à un marché, eh bien nous n'y arriverons pas.
Parce que ce sont des comptes d'apothicaires qui vous diront ça fait tant, ceci, l'équivalent, l'euro, machin, et tout ça. Donc il faut que ça soit un projet. Et moi je rajoute, il faut que ça soit une vision. Où est-ce qu'on veut aller? Pourquoi on veut aller là? Et donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est que face aux déflagrations mondiales que nous connaissons, donc nous avons la mondialisation, nous avons aujourd'hui le réchauffement climatique, nous avons les problèmes de migration, les problèmes de réfugiés, nous avons donc des problèmes d'inégalité incroyables. Face donc à ces défis qu'ont toutes les sociétés européennes, que ce soit l'Allemagne, donc disons le pays économiquement le plus fort en Europe, ou la France, ou l'Italie, ou le Luxembourg, ou Malte, nous sommes tous face aux mêmes défis. Et la question qui se pose à tout le monde, est-ce qu'un pays seul est plus fort de répondre à ces défis que, par exemple, les États membres de l'Union européenne ensemble? C'est la question fondamentale. Et là, vous avez une perspective qui est très simple. Dans une trentaine d'années, peut-être c'est 25, peut-être c'est 40, j'en sais rien, je dis une trentaine, plus aucun État membre de l'Union européenne ne fera partie du G7. Plus aucun. Nous ne serons plus dans les 7, mais pas seulement la France. Vous direz la France, mais l'Allemagne non plus. L'Allemagne non plus. Donc, la question très simple, c'est comment défendre et faire évoluer notre souveraineté. Parce que tout le monde parle de la souveraineté nationale. Comment défendre notre souveraineté si les grandes puissances qui domineront, c'est-à-dire vous pouvez partir des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de l'Inde, et je ne sais pas quels pays vont se développer comme ça, c'est eux qui vont dominer la planète. Ils vont la dominer économiquement, politiquement et donc culturellement. Face à ce défi, qui peut le mieux résister, ou comment on pourra défendre notre perception ou notre conception de la vie, pas simplement de l'économie, pas simplement de la vie, de l'organisation de la vie, donc notre autonomie politique, c'est-à-dire notre capacité à être maître de notre destin. Eh bien, cette capacité-là, c'est ma première thèse, on ne pourra plus, disons, la conserver, on ne l'aura plus si nous sommes seuls face à la mondialisation. Nous seuls, ça veut dire n'importe quel pays. J'ai 2 passeports, je m'en fous, vous pouvez parler de l'Allemagne, vous pouvez parler de la France, c'est exactement la même chose. Donc à partir de là, si ce que je dis est vrai, et comme tout ce que je dis est vrai, c'est vrai, ça c'est la démonstration mathématique la plus simple, eh bien, cela veut dire qu'aujourd'hui, le deuxième rêve européen, c'est quoi ? C'est la défense de nos conceptions de la vie. Mais la difficulté, donc, de la vie, de la démocratie, de la liberté, de la manière dont nous décidons de comment régler nos conflits. Le problème, il est qu'à partir de là, tout le monde peut dire oui, mais l'histoire de France, l'histoire de l'Allemagne, l'histoire de l'Italie, l'évolution de l'Espagne, l'évolution de la Lituanie, tout ce qui va, ce sont des histoires parallèles qui ne sont pas identiques. Donc, la difficulté que nous avons, c'est que face aux défis planétaires, nous sommes obligés maintenant de régler nos conceptions et de trouver un modus vivendi ensemble pour être capable de réagir collectivement. Et ce n'est pas facile. Personne ne dit que c'est facile. C'est un défi de civilisation. Alors, je pourrais m'arrêter là, dit c'est impossible. Alors donc, comme
la France est un pays déprimé en ce moment. Je peux rajouter à la déprime une autre déprime et dirais non mais enfin arrête, tu vas pas dire quand même que vu l'histoire de ces différentes nations, disons de ces 3 derniers siècles, pas pour je pourrais pas, est tellement divergente que nous serons incapables de le faire. Si vous voulez vous aider, je vous conseille, alors je sais qu'écologiquement c'est un problème, de prendre un avion et d'aller aux États-Unis, ou d'aller au Brésil, ou d'aller quelque part en Afrique, ou d'aller où vous voulez. Et vous regardez la situation de ces pays. Et puis, tout d'un coup, vous vous dites, oui d'accord, c'est vrai que la sécurité sociale française et allemande, c'est pas la même chose. C'est vrai que notre conception de l'État protecteur, il y a des grandes différences avec l'Espagne ou l'Italie, c'est vrai. Mais vu des États-Unis, c'est du pipeau, comme dirait l'autre. C'est du pipeau. Tout d'un coup, vous découvrez que dans toutes les différences de l'évolution historique de l'Europe, il y a une conception de la protection sociale. Il y a une conception de l'idée d'une démocratie. Il y a une conception de la liberté et même de l'autonomie de l'individu qui est quelque chose que qu'un les États membres de l'Union européenne partagent en commun. Et que si vous prenez aujourd'hui ce qui est, disons, non seulement les traités européens, mais si vous nous prenez le traité sur les libertés fondamentales de l'Union européenne, c'est quelque chose qui nous rassemble. Et c'est un lien qui est beaucoup plus fort qu'on ne le croit. Alors, cela veut dire qu'en fait, apprendre de l'histoire, il y a toujours 2 possibilités. On prend dans l'histoire tout ce qui nous différencie et on prouve que, vous voyez, les différences sont énormes, ou on prend dans l'évolution historique tout ce qui nous a rapprochés. Ça ne veut pas dire que ce qui nous différencie n'existe pas, mais que nous sommes dans une évolution historique où, en fait, nos sociétés se sont rapprochées, ont mis en commun des conceptions aussi depuis le traité de Rome, de conception d'évolution de l'économie, mais même de la protection sociale, qui fait qu'aujourd'hui, ce qui nous différencie, pour moi, comparé à ce qui nous rapproche, est surmontable, même si c'est difficile. Et que tout d'un coup, le rêve européen, c'est une chose qui doit se structurer autour de l'idée de souveraineté, de liberté et de justice. Notre souveraineté, celle que nous défendons, notre souveraineté à décider en tant que citoyen. Cette souveraineté-là, elle doit être une souveraineté de l'espace politique européen qui permette, alors vous pouvez, si vous êtes plus protecteur, dire avoir la conception que c'est un parapluie qui nous protège. Vous pouvez dire que c'est une évolution, en fait, de quelque chose qui va de plus en plus nous rapprocher. Moi, je ne veux pas vous mentir, je suis persuadé que à la fin de ce siècle, vous voyez, j'ai une perspective historique très longue, je serai toujours là, et je vous explique qu'à la fin de ce siècle, nous aurons les États-Unis d'Europe. Que c'est une évolution qui n'est pas déterminée, ni surdéterminée, mais c'est une évolution qui est possible. Et que plus nous aurons des défis face à la réalité de la planète aujourd'hui, plus la nécessité des acteurs politiques vont comprendre la nécessité de cette évolution. Et donc, quand on parle de souveraineté, cette souveraineté qui est aussi une souveraineté politique,
elle doit avoir un cadre. Cette souveraineté devra avoir à un moment une constitution. Alors, tout le monde, dès qu'on parle aujourd'hui de constitution européenne, les pro-européens ont le frisson. Ils disent, d'accord, on a compris, 2005, merci, on ne va pas recommencer. Hein. Donc je sais que c'est quelque chose qui n'est pas, pour l'instant, emballant. Mais d'un autre côté, prenons des exemples très simples. On parle aujourd'hui d'une nécessité d'un cadre européen de sécurité. De sécurité, donc, dans ce cadre européen, on parle d'une armée européenne. Alors évidemment, mes copains écolos pacifistes disent, mais arrête, tu ne vas pas quand même parler de l'Europe et tout de suite commencer par l'armée. Si je commence par l'armée, parce que ça dérange beaucoup de monde. Je pourrais commencer par autre chose. Et on me dit, mais non, ça ne va pas l'armée. Alors je dis, d'accord, l'armée ça ne va pas, mais je pose une question. Nous sommes tous d'accord que les Kurdes, aujourd'hui, ont droit à un espace où ils peuvent vivre en l'autodétermination. Tout le monde se dit, c'est normal. Et donc, quand les Américains disent, nous, on se fait la malle en Syrie, qui va protéger les Kurdes? Alors nous, on va manifester. Si Erdogan attaque les Kurdes, nous allons tous manifester dans la rue, Erdogan assassin. C'est ce que... Il y en a pas mal qui vont manifester. Bon, espérons. Disons qu'il y en a pas mal qui vont manifester, ou on pensera Erdogan assassin sans manifester. D'accord? On mettra un gilet vert, peut-être ou pas, mais on verra. D'accord? On pensera. Hein? On pensera. Et je dis, mais si on avait une armée européenne, et que l'autre là, Trump, ils disent, moi je m'en vais, et que nous, l'Europe, non pas pour attaquer quelqu'un, mais est prête à remplacer les soldats américains pour protéger les Kurdes, qui quand même ont été à la pointe du combat contre Daesh. Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est militariste? Eh bien non. Eh bien non. C'est évident que ça serait quelque chose de bien, alors que la France aujourd'hui est incapable aujourd'hui avec ses 3,5 Mirage et je sais combien de comprendre. La France peut participer. Et quand je continue cela, je dis à mes copains, mais est-ce que vous savez combien il y a de soldats en uniforme en Europe aujourd'hui? Bon, je vous le dis, on n'est pas à l'école ici, donc vous n'avez pas besoin de lever le doigt. 2 millions. 2 millions de soldats en uniforme dans des 27 États membres. Pourquoi faire? Capable de faire quoi? Rien. Rien. Rappelez-vous l'intervention franco-anglaise en Libye. Je ne discute pas si c'était bien ou pas. Ça, on peut le discuter, c'est pas ça mon problème là. C'est au bout de 7 jours, on a dû appeler papa parce que la France et l'Angleterre n'avaient plus de munitions pour continuer à mener cette intervention. On a demandé aux Américains de donner des munitions. Encore une fois, on peut discuter si c'était nécessaire ou pas de sauver Benghazi, et est-ce qu'on a continué, c'était bien ou pas, c'est vrai. Mais on n'est pas capable d'être à la hauteur de peut-être ce qu'il faudrait faire. Et ce n'est pas un problème de militarisme, d'offensive, c'est un problème de conception du rôle que nous devons peut-être jouer dans le monde d'aujourd'hui. Et le fait est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'être à la hauteur de certaines nécessités politiquement. Nous avons peu de choses à dire. Rappelez-vous, quand il n'y a pas la volonté, celui qui a gagné en Syrie, c'est celui qui avait l'armée et qui a dit « moi, j'ai aucun problème de l'utiliser ». C'est Poutine. Et qui a gagné en Syrie? C'est Poutine, Assad et les Iraniens. Alors on peut dire on s'en fout, c'est pas en Europe et c'est pas chez nous, donc c'est pas, ça nous regarde pas. On peut dire mais on va payer les pots cassés tous. Et quand on a vu ce qui s'est passé au Donbass,
C'est évident. Les Russes, ils sont capables, s'ils veulent, ils font. Et nous, on dit, c'est pas bien, c'est méchant. Eh bien, on va empêcher 45 Russes de venir en Europe, et comme ça, tu comprendras ce que tu comprendras. Ils disent, j'en ai rien à cirer. De toute façon, vous allez faire la Coupe du Monde chez moi. Vous avez fait ceci chez moi, tout va bien. Et de toute façon, personne ne me veut quoi que ce soit. C'est la réalité. C'est la réalité du monde d'aujourd'hui. Donc, de penser aujourd'hui une armée européenne, pas pour aller faire la guerre à droite et à gauche, pour être à la hauteur, peut-être que, parce qu'on peut rêver dans la vie, imaginez qu'il y ait quand même des gens intelligents qui vont voir les Israéliens et les Palestiniens et leur disent « ça ne peut pas continuer comme ça ». C'est de la vraie folie. Moi, je reviens d'un repérage en Israël et en Palestine pour faire un documentaire que je veux faire tourner en septembre. Mais quand vous vous promenez donc en Israël, en Palestine, vous allez à Hébron, vous allez à Tel Aviv, vous dites non mais c'est un monde de dingue. C'est un monde complètement fou, où vous avez des choses extraordinaires, une ville absolument fascinante qui est Tel Aviv, et vous êtes à 60 km, vous êtes à Hébron, et c'est l'horreur. C'est l'horreur totale de la domination, et puis vous avez d'autres exemples. Et imaginez que quelqu'un dit, écoutez, voilà, on va vous aider. 2 États, c'est possible, et pour la sécurité, quand il y aura ces 2 États, pour vous assurer votre sécurité, on va faire une force d'intervention européenne. Parce que, aujourd'hui, des 2 côtés, une force d'intervention européenne, si elle était capable et réelle, serait la bienvenue. Donc, même pour des choses improbables, mais qui seraient formidables si on arrivait à les réaliser, nous ne sommes pas à la hauteur. Donc, mais si vous posez cela, il faudra bien définir comment se décide, comment est organisée cette armée, ça ne sera pas une armée de la France, ça ne sera pas une armée de l'Allemagne. Si c'est une armée de l'Europe, quelles seront les conditions, qui décidera comment? Et en fait, donc si nous décidons ensemble d'être responsables de notre sécurité, que l'on soit dans l'OTAN ou pas, mais qu'on sache qu'aujourd'hui on ne peut plus simplement se fier aux États-Unis, eh bien il va falloir redéfinir comment nous voulons vivre ensemble. Et qu'est-ce que c'est qu'une constitution à la fin? Une constitution, c'est pas 350 pages complètement débiles qu'on donne à des citoyens en leur disant « alors vous êtes pour ou contre ?» Et tout le monde dit « ouais, aujourd'hui, le monde moderne, les fake news et tout ça. » Mais reprenez les débats sur le traité constitutionnel de 2005. Mais c'était l'émergence des fake news. C'était la folie totale de ce qu'on prétendait. Moi, j'ai eu des débats, on m'a demandé, alors si demain, si cette constitution elle est acceptée, on n'aura plus le droit de divorcer en France. On n'aura plus le droit de faire ceci. Enfin, il y avait n'importe quoi. Donc je dis, et on reviendra c'est exactement la même chose sur le référendum sur le Brexit. Non mais reprenez les arguments fondamentaux, c'est-à-dire 200 milliards ou je ne sais pas combien pour le NHS, c'est-à-dire la protection sanitaire en Angleterre qu'on enlèvera à l'Europe, qu'on donnait tout de suite à l'Angleterre. Et le soir même du vote, Nigel Farage disait mais tout ça c'était du bidon. Évidemment que ça ne se fera pas comme ça. Donc vous avez des exemples. Donc comment nous, on arrive à avoir une conception qui définisse pourquoi nous voulons définir une souveraineté européenne, pourquoi, comment cette souveraineté doit-elle s'organiser, quelles sont les structures démocratiques qui permettent justement le contrôle démocratique de cette souveraineté politique et quelles sont les formes d'organisation que nous voulons nous donner. C'est ça une constitution. C'est pas 350 pages, c'est 10 pages, 15 pages, 16 pages qu'on peut décrire. Ça. Mais cela veut dire, et c'est ça le rêve européen si vous voulez, que
face à l'évolution du monde, nous avons une responsabilité collective en Europe. C'est ça qu'il faut comprendre. Et cette responsabilité collective, j'ai parlé de l'armée parce que c'est le plus difficile et qu'il y a le plus de gens qui vous diront non, ça ne marche pas. Face à la dégradation climatique. Moi, je vous donne un exemple. Si vous parlez avec des écolos et tout ça, il y a pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut repenser les transports, etc., etc. Oui, le pays qui va le plus loin dans l'évolution sur des transports en commun, des chemins de fer, c'est la Suisse, qui est vraiment exemplaire. L'influence de la bonne pratique suisse sur l'évolution du climat, c'est 0,0000000, et je m'arrête là parce que je dis n'importe quoi, mais enfin 1%. C'est-à-dire que si nous voulons avoir une emprise aujourd'hui, l'Europe est responsable par le passé de la dégradation climatique. Aujourd'hui, les grands responsables, ce n'est pas tellement l'Europe, c'est aussi à 3 ou 4%, il y en a qui disent 1%, mais même si 7% l'Europe, mais c'est la Chine, c'est la Russie, c'est l'Inde, etc. Mais si nous voulons avoir dans ce débat de responsabilité collective de la planète un rôle à jouer, c'est que nous devons avoir une pratique modèle qui nous permet d'intervenir et que la masse critique pour défendre cette pratique, ce n'est pas la France ou l'Allemagne, mais c'est évident que le minimum de la masse critique, c'est l'Union européenne. Donc, c'est de notre intérêt d'avoir une capacité d'intervenir sur la dégradation climatique ou le réchauffement climatique, parce que si ça ne marche pas, comme le bon Dieu pour moi n'existe pas, eh bien ça ne s'arrêtera pas aux frontières de la France ou de l'Allemagne, comme on a cru que le nuage de Tchernobyl d'une façon magique, a su épouser les frontières de l'Hexagone. Non, si nous ne sommes pas capables, vraiment, collectivement, de trouver des solutions contre le réchauffement climatique, eh bien, nous serons tous victimes. Et si vous avez, et vous allez comprendre après pourquoi je fais ce saut, si vous avez ce réchauffement climatique, mais le problème des réfugiés que nous avons aujourd'hui, mais c'est pipeau, encore une fois. Vous aurez des millions et des millions et des millions de réfugiés climatiques. Et là, vous ne pourrez pas le dire, mais non, c'est pas grave. Oui, si, c'est pas grave. Si le Bangladesh est sous l'eau, c'est où ils partent, où ils se noient. Il n'y a pas, s'ils peuvent rester, on va leur envoyer un peu de vivres, etc. Non. Et vous allez ça dans plusieurs régions du monde, et peut-être même en Europe. Vous allez voir que peut-être une partie de la Hollande, etc. Je ne vous fais pas un scénario catastrophe, je n'en sais rien. Je ne prétends pas être un scientifique. Mais comme il y a quand même des signes qu'il y a une dégradation et un réchauffement climatique, vaut mieux être intelligent pour 4 que d'attendre et que... Alors on peut se dire, évidemment, c'est pas nous, ça va être que nos enfants, nos petits-enfants, on s'en fout. Alors c'est pas la peine de penser à leur léguer quelque chose, hein. Si vous en foutez, c'est pas la peine, hein. Non. Aujourd'hui, nous sommes responsables de ce que va être le monde de demain. Et sur le réchauffement climatique, on a besoin de la capacité européenne d'agir en commun. Vous voyez le problème des réfugiés et le problème des migrations. Là encore, je ne prétends pas avoir la solution. D'ailleurs, moi je vous dirais, c'est insoluble. C'est insoluble. C'est dramatique. Aujourd'hui, j'étais dans une émission et l'animatrice disait, il y a un livre d'une journaliste italienne qui parle de l'histoire d'un enfant qu'on a retrouvé noyé et où il avait cousu dans son carnet d'école pour montrer que c'était un bon élève.
un petit Africain. Et tout le monde dit c'est horrible. Pourquoi on ne le laisse pas rentrer? Et quand on parle comme ça, tout le monde est touché. Seulement, en même temps, vous avez, quand il y a eu l'histoire de l'Aquarius, un sondage qui dit 73% des Français étaient d'accord de ne pas accueillir l'Aquarius. Et dans cette période de folie référendaire, franchement, on fait un référendum et on dit, et 75% des Françaises disent il y a trop d'étrangers en France. Vous faites un référendum sur les réfugiés, ben, les droits de l'homme, ils passeront à l'as. Hein. Ne croyez pas que ça va être le cœur ouvert et les bras ouverts. Hein. C'est difficile, je dis, et je n'attaque personne, je dis, je constate. Et je constate cela parce que c'est quelque chose qui, d'une manière prénatale, m'a marqué. Moi, personnellement. 1938. J'étais pas né. Mes parents ont émigré d'Allemagne en 1933. 1938, le président américain se dit les Juifs allemands vont devoir quitter l'Allemagne. Il organise une conférence à Évian avec 37 pays qui envoient des notes comment régler le problème de l'accueil des Juifs allemands. Cette conférence aurait dû avoir lieu à Genève, mais les Suisses ont dit non, on ne veut pas de problème avec l'Allemagne. Donc on a fait ça de l'autre côté des rives du lac Léman, à Évian. La conférence commence, il s'agit de 500-600 000 Juifs allemands. Au bout d'une demi-journée, les diplomates se disent oui, voilà, on peut répartir. Chaque pays a dit chez nous 150 000, les Anglais, les Américains, les Français. La chose était jouable, comme on dit aujourd'hui. Puis des diplomates ont dit il y a un problème. Il y a environ 1,5 million, 2 millions de Juifs en Russie. Il y a 1,5 million, je ne sais pas combien, en Pologne, en Bulgarie, en Roumanie, enfin dans toute l'Est de l'Europe. Ça fait environ 5, 6, 7, 8 millions. Alors là, les diplomates, ils disent non, ça c'est pas jouable. Et donc, en 1938, les États ont décidé des quotas. Des quotas. L'Angleterre, les États-Unis, tous les pays ont décidé des quotas. Tant de Juifs et pas plus. Alors, je vais être honnête. En 1938, personne ne pouvait prévoir la Shoah. Je ne dis pas que ça serait pas correct de ma part. Mais simplement, l'argument des quotas des Anglais, c'était quoi? Nous ne pouvons pas intégrer plus de 200 000 Juifs en Angleterre. Nous ne pouvons pas. Alors, allez expliquer pourquoi. Hein. Je ne parle pas de musulmans. Je ne parle pas de Rome. Je parle. Hein, c'est la même chose toujours. C'est-à-dire que toutes les sociétés ont un problème avec des réfugiés et des migrations. C'est, je dirais presque, c'est quelque chose, il y a une frilosité, il y a une angoisse, il y a une peur qu'on peut expliquer, parce que les sociétés changent, la nature même des sociétés avec les migrations change. La France, disons, de 1900 ne correspond plus à les populations après les migrations des années 60, un siècle après, ce n'est plus la même France, c'est vrai. Et donc à partir de là, c'est un des problèmes les plus difficiles à résoudre, parce qu'il y a cette angoisse. Et plus les nombres augmentent, plus les choses deviennent plus difficiles. Et on a eu l'exemple de ce qui s'est passé en 2015 avec l'Allemagne. Quand, en 2015, la chancelière allemande a accepté d'ouvrir les frontières allemandes pour aller, on dit 1,5 million, à la fin c'est 1 million de réfugiés. Il y a des tas de gens qui disent c'est irresponsable. D'accord. Et Mme Merkel a répondu, et franchement, je ne suis pas du parti de Mme Merkel. Hein. Mme Merkel a répondu,
mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mettre des barbelés à la frontière allemande? Moi, j'ai grandi derrière les barbelés, en Allemagne de l'Est. Tant que je serai chancelière, jamais plus l'Allemagne mettrait des barbelés à ses frontières. Est-ce que vous préférez une chancelière qui met des barbelés ou une chancelière qui apprend de l'histoire, qui dit « je ne veux plus de barbelés ». C'est ça le problème. Et ça a créé des problèmes dans la société allemande. C'est indéniable. Mais, et je vous racontais, parce que pourquoi Mme Merkel a réagi tout ça? On fait des grandes analyses politiques. C'est un truc très personnel. 3 mois avant, elle était dans une école. Elle était dans une école où elle a discuté avec les élèves. Et il y a une jeune élève d'origine palestinienne, réfugiée, qui dit « j'ai peur parce que moi, ici, je suis accepté, mais mes parents risquent d'être expulsés d'Allemagne. » Madame Merkel lui répond d'une manière technocratique et bureaucratique, en lui expliquant qu'on ne peut pas... Elle lui fait du rocard. On ne peut pas accueillir tout le malheur du monde, c'est compliqué, etc. La pauvre fille, elle parlait de ses parents. Donc elle éclate en sanglots. Madame Merkel essaie de la consoler, elle rentre chez elle, et elle est désespérée. Elle dit, on ne peut pas répondre comme ça. Elle a compris qu'elle avait fait une erreur humaine. Et donc, quand elle s'est retrouvée avec les images des réfugiés à la frontière qui venaient de la route des Balkans, elle n'a pas voulu réagir d'une manière technocrate et bureaucratique. Voilà. Mais qu'on n'arrivera pas aujourd'hui à résoudre ou à accepter d'avoir des solutions humanitaires des réfugiés pays par pays. Donc ça doit être pour l'Europe. Donc moi, ma conception, c'est non pas de répartir automatiquement, de se faire une agence européenne d'accueil des réfugiés. Cette agence a un budget et qui dit à chaque communauté, que ça soit une municipalité, que ça soit un département ou d'une autre organisation territoriale d'autres pays européens, qui accueille des réfugiés, pour 2 € qu'on leur donne pour accueillir les réfugiés, on donne 1 € de plus pour le budget social de cette municipalité ou de ce département. C'est-à-dire d'inciter et de dire vous y gagnez, c'est gagnant-gagnant. Win-win, comme on dit en français. Eh bien, moi, je crois qu'il faut trouver des solutions pareilles parce que alors on peut mobiliser le côté positif que nous avons tous en nous-mêmes. Nous sommes sur les réfugiés divisés en nous-mêmes. C'est pas, il y a les bons et les méchants, on veut et on a l'angoisse. Et que pour résoudre cette contradiction qui est de la contradiction de la société, qui est en nous-mêmes, il faut qu'on ait une capacité justement de mobiliser le meilleur de nous-mêmes. Je vous donne des exemples comme ça pour vous dire, le rêve européen, c'est le rêve d'aujourd'hui, c'est de garder le rêve de la paix et d'y ajouter le rêve de la capacité aujourd'hui de défendre notre liberté, notre autonomie individuelle et notre souveraineté politique face à l'évolution du monde d'aujourd'hui. Donc tous ceux qui vous disent que revenir à l'État-nation, c'est plus de liberté, plus de souveraineté, plus d'autonomie, c'est un mensonge. Car justement, face aux États-Unis, face à la Russie, oui, vous pouvez vous mettre à genoux face à la Russie, évidemment. Hein, quand je vois les 3 parachutistes qui étaient devant la manifestation des Gilets jaunes hier, samedi dernier, dont l'un et les 2 copains étaient les organisateurs de groupes qui ont été luttés dans le Donbass avec les Russes contre les Ukrainiens. Alors évidemment, on peut rêver de cette société. On peut dire qu'on va être maintenant avec Poutine, etc. C'est pas ma conception de la liberté, de l'autonomie et de la démocratie. Et j'espère qu'il y a quand même pas mal de citoyens français, donc ce n'est pas leur conception ou d'autres citoyens européens. Donc je dis, voilà, c'est simple. Le rêve européen, c'est le rêve de notre liberté. Et que la condition de notre liberté, c'est l'Europe.
Voilà le débat qu'on doit avoir pendant les élections européennes. Et puis si on a ce débat à ce niveau, eh bien on réglera le problème de la PAC, on réglera tous les problèmes réels, mais qui sont face à l'avenir, face aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ce sont des problèmes que nous arriverons à régler, parce que ce sont en fin de compte les mêmes problèmes qu'on a à régler de toute façon dans nos démocraties, dans nos États. Donc cela, on peut les régler dans nos États, mais on peut les régler aussi au niveau européen. Mais ce qu'on ne peut pas régler dans nos États, il n'y a que l'Europe qui nous permettra de le régler. Et c'est pour ça que je vous dis, rêvez de l'Europe, continuez à vous battre de l'Europe et ne vous laissez pas avoir. C'est difficile, mais si vous mettez ça au niveau de la liberté, c'est enivrant. Merci. Merci infiniment. Le cobaye que je suis est très contente, très convaincue par votre description du rêve européen, et je pense que beaucoup dans la salle le sont aussi. Simplement, moi, ce que je vois à échéance très courte, c'est plutôt un cauchemar. C'est la montée des populismes, la tendance autoritaire, le besoin d'autorité dans nos sociétés. Et ma première question, c'est où est-ce qu'on a failli ? Pourquoi cette Europe, qui était une promesse de prospérité, de sécurité, de liberté, est aujourd'hui perçue par une minorité, mais une minorité importante des populations européennes, comme synonyme de précarité, de vulnérabilité et d'injustice? Où est-ce qu'on a raté quelque chose? Ça, ce serait ma question, parce que je pense que vous avez dit en introduction qu'il faut tirer les leçons du passé, et cette leçon, elle doit être tirée aussi. Qu'est-ce qu'on ne doit pas continuer à faire, ou qu'est-ce qu'on a mal fait, qui amène aujourd'hui des perceptions si négatives de l'Europe? Vous connaissez la blague juive? Ah, j'en connais beaucoup. Non, mais moi, je vous en raconte. La blague juive, c'est pourquoi les Juifs répondent à une question toujours par une autre question. Pourquoi pas? Et moi, je vous dis, où est-ce que la France a failli? Où est-ce que l'Allemagne a failli? Parce que vous nous dites l'Europe a failli. Oui. L'injustice, les inégalités, c'est la France qui a failli. C'est l'Allemagne, c'est l'Italie. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se laisser avoir. C'est pas l'Europe qui a imposé un système économique. C'est les Français qui ont élu des gouvernements. Ils voulaient celui-là ou cela. Donc, l'Europe a failli à la dimension de la faillite des États-nations. Et on peut se renvoyer la balle en disant si on n'avait pas l'Europe, etc. Mais ce n'est pas vrai. Vous voyez bien que aujourd'hui, par exemple, tout le monde dit l'Europe sociale. Si vous prenez les traités qui, en fait, organisent donc la politique européenne, le social n'est pas une compétence européenne. On l'a décidé, on l'a voté, et donc, on nous dit l'Europe doit être plus sociale, mais l'Europe ne doit pas s'occuper du social. Dites-moi comment vous faites. Non mais dites-moi, c'est pour ça que quand je vous dis on parle d'une constitution européenne, il faut dire si nous croyons qu'aujourd'hui, pour plus de justice sociale, c'est la même chose sur la fiscalité. Tout le monde nous dit, et c'est vrai, Carlos Ghosn, moi je ne sais pas s'il a triché, je m'en fous, c'est pas ça mon problème. Ce monsieur gagne 30 millions par an. 30 millions. 50 000 euros par jour. 50 000 euros par jour. Et on apprend que parce que François Hollande voulait instaurer 75% pour les plus riches, il s'est défiscalisé en Hollande. Alors vous dites, regardez l'Europe. Oui, il a une petite entreprise en Europe, en Hollande, enfin une petite, une grande, une moyenne, je m'en fous. Hein. Eh bien, il a dit, moi je suis maintenant, voilà, je suis le responsable de cette entreprise, je paye mes impôts, qui est 30%, 40% de moins qu'en France, en Hollande. Et vous allez me dire, l'Europe a qu'à changer. Oui, mais nous avons décidé ensemble que ces changements sont faits à l'unanimité. Alors, vous avez la Belgique, vous avez la Hollande, vous avez l'Irlande et vous avez le Luxembourg. Merci. Qui a failli?
ceux qui ont fait les traités ou l'Europe? Donc, moi, le combat, c'est... Et vous avez... Alors, on peut dire beaucoup de méchanceté sur le président de la Commission actuelle, Juncker, qui était responsable quand il était Premier ministre en Luxembourg. Mais il a, pour la première fois, proposé de lever l'unanimité sur la fiscalité. Si vous levez l'unanimité sur la fiscalité, vous pouvez vous attaquer à l'optimisation fiscale qui est en Europe. Donc, on a échoué parce que dans la conception de l'Europe, parce qu'on a voulu protéger l'État-nation, parce qu'on a voulu nous protéger nous, on ne veut pas se laisser imposer par les autres, on a créé un système qui justement nous empêche d'évoluer dans une direction nécessaire face à l'évolution, par exemple, de la mondialisation. C'est là qu'on a échoué. Donc, l'Europe a échoué parce que nous, en tant qu'État-nation, et si demain, le gouvernement français ou l'Assemblée décide maintenant de s'attaquer à l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale des GAFA, mais c'est proportionnellement à ce qu'on pourrait faire en Europe, rien du tout. Vu que la possibilité de ce qui existe en France est beaucoup moins de ce qui existe en Europe. Donc voilà, donc je réponds par là, on a péché parce qu'on n'a pas voulu assez d'Europe et qu'on reproche à l'Europe que c'est pas assez, et donc c'est ça le débat. Et on en revient après au débat, est-ce que vous croyez que seul on y arrivera plus à régler notre fiscalité? Mais évidemment que non. Évidemment que non. Et voilà, donc c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Alors, on va ouvrir le débat maintenant. Pardon. Voilà. Donc, les micros vont circuler. Alors, qui veut lancer? Moi, j'en ai plein, hein, si la salle n'ose pas. Dominique Moisy, première question, parce qu'il laisse le temps à d'autres. Alors, Dominique, ici, Yasmine. Je partage totalement les propos de Daniel Cohn-Bendit. Maintenant, je me pose des questions. Il y a, me semble-t-il, aujourd'hui, comme une sorte de divorce. La géopolitique impose l'Europe. Et vous l'avez fort bien dit. Mais au moment où, politiquement, à l'intérieur d'elle-même, jamais l'Europe n'a été à ce point divisée, et en particulier sur les valeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre l'Europe de Orban et de Salvini et l'Europe de Macron et de Merkel, il y a un divorce gigantesque. Et comment dépasser cela? Comment en appeler au rêve européen quand c'est la raison qui impose l'Europe et c'est l'émotion qui divise les Européens? Alors là, il y a deux réponses. Il y a une chose que je trouve fascinante, c'est que si vous prenez l'Europe d'Orban, l'Europe de Salvini, l'Europe de Marine Le Pen, l'Europe de Jean-Luc Mélenchon, etc., ce qui est intéressant, c'est qu'aucun ne veut quitter l'Europe. Ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Aucun ne veut quitter l'euro. Enfin, ceux qui sont dans l'euro. Ils veulent une gestion différente, ils veulent une Europe des nations. Enfin, ils rêvent autrement, mais ils rêvent aussi. Ils rêvent aussi. Et je crois qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Par exemple, en France, le mouvement aujourd'hui, il n'est pas pro-européen. Seulement, pourquoi on ne dit pas des choses très simples? Une crise actuelle que vit la France, comme avec la crise des Gilets jaunes, c'est une crise qui a, disons, un fond social évident, de crise sociale, même si son expression humaine et politique est quelque chose qu'on peut détester, qu'on peut appeler de droite, etc. C'est pas ça. Une crise comme ça, sans l'euro, mais vous avez une dévaluation de votre monnaie de 10-15% et un saut de l'argent que vous pouvez emprunter
donc qui va être de le doubler. Donc on serait dans une crise économique incroyable. L'Europe nous protège. Même en 2008, où ça a été extrêmement difficile, tout le monde a compris que l'Europe a été une protection dans la difficulté. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la contradiction, c'est que ceux qui veulent une autre Europe, ou l'Europe, vous avez dit Merkel ou Macron, ils se battent au dire comment on va faire l'Europe. Pas est-ce qu'on fait l'Europe ou est-ce qu'on sort de l'Europe. Et c'est évident que Marine Le Pen, elle a compris. Son développement sur sortir de l'euro, ça a été d'une limpidité incroyable au débat présidentiel qu'elle espère recommencer tous les dimanches à faire la même chose. Hein. Donc, pas du tout. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que les conceptions aujourd'hui de la démocratie, les conceptions du fonctionnement démocratique sont différentes. C'est-à-dire que au début, j'avais parlé de ce qui nous rassemble et ce où il y a des divergences. Il y a quelque chose d'une évolution où il y a des divergences. Comment maintenant répondre à cela? Et c'est pour ça que je trouve que, disons, la seule possibilité, c'est de bien comprendre le rôle de la France et de l'Allemagne. La France et l'Allemagne, pour faire l'Europe, ça ne suffit pas. Si la France et l'Allemagne n'ont pas des initiatives communes, il n'y a pas d'évolution européenne. Sarkozy et Merkel ne l'avaient pas compris. Ils croyaient qu'ils pouvaient imposer, ça n'a pas marché, en faisant même d'abord un sommet à Deauville, un peu à côté du sommet européen, croire qu'ils vont arriver ensemble et tout le monde va dire bravo et tout ça, ça ne marche pas comme ça. Mais qu'aujourd'hui, disons l'accord d'Aix-la-Chapelle qui va être signé demain est une évolution positive et en même temps c'est trop faible. Je crois qu'on arrivera à dépasser ce problème si la France et l'Allemagne vraiment proposent quelque chose qui mette, si on veut, en difficulté ceux qui ont une conception qu'on appelle illibérale de la démocratie. Mais il faut que ça soit quelque chose de positif. Et je crois qu'avec le Brexit, on en est là. Parce qu'en fait, à la fin, que va-t-il se passer? Ils sortent le 29, vraisemblablement, et que va-t-on proposer aux Anglais? C'est une forme d'union douanière qu'on a avec la Turquie, avec l'agriculture et la pêche dedans, qu'on n'a pas avec la Turquie. Donc en fait, on va proposer, dans l'évolution, ça va durer 1 an, 2 ans, mais vous allez voir que les négociations, ça va être un partenariat privilégié. Nous allons avoir des États, comme l'Angleterre, peut-être la Turquie, peut-être d'autres, qui auront un partenariat privilégié avec un noyau. Et que l'Europe, à la fin, va peut-être, en premier plan, se réduire ou se redimensionner à la dimension d'une Europe où il n'y a plus de, comme on dit en français, opting out. C'est-à-dire chacun fait son choix. Donc l'Europe, on a une monnaie commune, on a tout en commun. Il n'y a pas un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Ça ne marche pas. Et à partir de là, on va avoir, par des initiatives de la France ou d'autres États, il va y avoir dans les sociétés des problèmes. Parce que si il y a une revendication à renforcer l'idée d'Europe autour, non pas du marché, mais du projet européen qui inclut le marché et la monnaie commune, eh bien, les Italiens, parce que c'est la contradiction de Salvini, les Italiens, il y a 2 choses où il n'est pas question de remettre en question, la sortie de l'Europe et donc, quand ils verront l'évolution que ça peut prendre, eh bien, ils seront en contradiction avec leur gouvernement. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est en proposant justement un renforcement, un projet politique, c'est pas du jour au lendemain, qu'on remettra ce débat dans toutes les sociétés européennes. Et c'est le seul moyen pour moi d'en sortir. Est-ce que vous connaissez non pas
Enrico Letta sur les grands et les petits pays, sur la France et l'Allemagne, notamment où il dit il y a 2 sortes de petits pays en Europe, et ça conforte toute votre conférence. Il y a les petits pays, et puis il y a ceux qui ne savent pas encore qu'ils le sont. Alors, dans la salle, alors, monsieur là-bas. Merci beaucoup pour votre éclaircissement. La question que je me pose, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir aux fondamentaux de l'Europe, c'est-à-dire redéfinir nos bases, et à partir de là, comme les fondateurs ont su le faire, faire réadhérer l'ensemble des 27 pays européens, et peut-être même voire 28, la Grande-Bretagne. C'est un peu... c'est un peu ce qui se discute. Le problème, c'est, on dit refonder l'Europe, vous avez raison, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce processus de refondation, eh bien, les sociétés ou les États, les majorités vont décider s'ils veulent adhérer à cela. La difficulté, pour revenir aux fondamentaux, c'est qui va les proposer. Et je crois qu'un des problèmes politiques de contingence, si vous voulez, aujourd'hui, c'est que pendant des années, l'Allemagne proposait pour l'Europe et la France était aux abonnés absents. Depuis 18 mois, la France propose et l'Allemagne est aux abonnés absents. Et cette disparité fait la difficulté de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire de reproposer un projet auquel les autres doivent adhérer. Mais là, je voudrais dire, à la fin, moi, je suis persuadé, à la fin, je ne sais pas quand, 5 ans, 10 ans, 15 ans, j'ai aucune idée. Mais à la fin, il y aura un référendum européen. Il y aura un référendum européen, mais pas comme le référendum de 2005. Il y aura un référendum dans toute l'Europe pour adopter la Constitution, donc le nouveau projet européen. Et ça se fera d'une manière très simple. Pour que ce projet européen soit accepté, il faut qu'il y ait une majorité des États qui aient voté oui. Si on est 27, c'est 14, et 60% de la population. Et si c'est le cas, eh bien, cette constitution sera adoptée. Que feront les autres? Eh bien, je leur donne l'exemple de l'Allemagne. Quand il y a eu le traité fondamental de l'Allemagne, qui a été négocié 49-50, ce traité, il a été adopté par les Länder. Et pour qu'il soit adopté par il fallait que tous les Länder acceptent cette loi fondamentale. Il y a un land qui a voté contre, la Bavière. La Bavière avait voté contre le traité qu'on appelle Grundgesetz, traité fondamental de l'Allemagne. Mais comme le reste des Länder, c'était l'Allemagne de l'Ouest, a accepté, eh ben, la Bavière est restée en Allemagne. Ça ne vous a pas échappé que Munich fait partie de l'Allemagne aujourd'hui, toujours, même si la Bavière n'a, si vous voulez, juridiquement, en tant que Bavière, n'a pas ratifié la loi fondamentale, mais comme elle a ratifié son existence dans l'Allemagne, toute la loi fondamentale a toute sa valeur en Bavière. Donc je dis, les États devront accepter. Ils ont voté non, ils ont voté non, mais ils veulent rester en Europe. Ils acceptent cette constitution, ils ont voté non, ils ne veulent pas rester, ils ne sont pas dedans. Tout ça, c'est limpide, sauf que j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre. Je vous le dis franchement. Il ne peut pas y avoir d'Europe sans la France et l'Allemagne. Si un des deux pays se sort, toute ma construction, qui est d'une beauté incroyable, s'effondre. Alors, dans la salle, monsieur devant... Et ensuite, monsieur, là. Quelle heure? Bon, là, Oui, c'est bon. On va peut-être en prendre déjà 2 d'un coup. Hein, monsieur et là. Là, vous allez avoir... Je m'excuse de vous faire du Macron, de répondre trop longtemps. Hein, mais bon, je vais... Merci beaucoup, monsieur, de l'enthousiasme que vous dégagez et que nous sommes très nombreux à partager dans cette salle depuis des décennies. Qu'est-ce que vous, l'Européen central, pouvez développer comme argument auprès du président Macron et de la chancelière Merkel
pour les entraîner dans votre enthousiasme. Moi, ma question, c'est, vous dites, s'il n'y a pas la France et l'Allemagne, tous nos modèles s'écroulent. L'idée, c'est un rêve, et pas seulement un marché, tout ça c'est clair, face aux défis mondiaux. Mais il y a des élections en mai. Et si, par exemple, les idées populistes s'étendent à toute l'Europe, y compris la France ou l'Allemagne, à très court terme, que se passe-t-il ? Sur Macron et Merkel, je vais être franc avec vous. Si je soutiens Macron, c'est sur l'Europe, et je crois que l'enthousiasme, il l'a. C'est pas le problème. Il a fait des tas de conneries. Et il y a des tas de choses où je ne suis pas d'accord. Mais si Macron échoue en France, c'est tout le projet européen qui se trouve en difficulté. Parce que de l'autre côté, pour l'instant, Merkel est complètement prise dans les contradictions de la politique allemande. Et que, j'ai dit, donc il faut, c'est pas parler à Merkel, c'est parler à la société allemande qui justement pousse un peu et ça évolue. Et j'en reviens à l'analyse des populismes. Moi, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je vois la situation. Mais si on parle de l'Allemagne, moi, ce qui commence à m'énerver, c'est que vous parlez, moi je parle beaucoup, les journalistes me parlent, on vous dit toujours l'alternative pour l'Allemagne, l'alternative pour l'Allemagne, l'alternative pour l'Allemagne. Mais enfin, le phénomène politique de ces dernières années, c'est quoi ? C'est l'émergence et la montée des Verts et des écologistes. Les écologistes sont le deuxième parti allemand aujourd'hui. Ils sont à 20% dans les sondages, alors que l'alternative pour l'Allemagne, c'est 12 ou 13. Regardez le nombre d'articles qu'on vous a fait sur l'alternative en Allemagne et en France, et le nombre d'articles sur la réalité de ce qu'est l'évolution de politique de l'Allemagne. Si demain, il y a des élections en Allemagne, le débat des deux grands partis pour la chancellerie, c'est entre la femme qui succède à Mme Merkel, AKK, et Robert Habeck, qui est un des deux porte-parole des Verts. Et pas les sociodémocrates qui sont à 12-13%. Donc, il y a un phénomène en Allemagne, et les Verts allemands sont considérés comme justement le parti en pointe dans tout le débat sur l'Europe. Donc, il faut faire attention. Les populismes vont se renforcer. Mais ce ne sera pas le plus grand groupe politique au Parlement européen. Il ne faut pas rêver. C'est pas ça qui va se passer. Donc, ils auront, au lieu d'avoir, je sais pas, ils ont 70, 75 députés, ils en auront peut-être 150. Sur les 160, sur les 700. Mais le problème, c'est qu'ils n'auront pas 380. Et donc, le problème, c'est, vu la réalité du populisme, quelle est la capacité des forces politiques du centre, centre-droit, centre-gauche, les écologistes et même la gauche, de trouver des compromis pour faire émerger des majorités qui font avancer l'Europe. Et c'est ça qui est intéressant, mais que ce qu'on ne comprend pas en France. En France, on est incapable, les partis politiques sont incapables de trouver des moments où ils font des compromis. Si vous écoutez ce que disent les uns et les autres, mais moi, le président de la République parle, je peux vous écrire toutes les déclarations des autres avant qu'il les fasse. C'est une évidence, c'est toujours la même chose. Et alors que, vous comprenez, et c'est pour ça que moi je crois que le grand problème de la France, c'est le problème du système politique. Vous savez, en Allemagne, c'est une Allemagne fédérale, vous avez des Länder, vous avez des gouvernements, avec une autonomie fiscale aussi. Et dans ces gouvernements, vous avez des parlements. Et des parlements, vous avez par exemple, dans le nord de l'Allemagne, vous avez un gouvernement qui est les chrétiens démocrates, les libéraux et les verts. Dans d'autres régions, vous avez
les communistes, les sociodémocrates et les Verts. C'est vers l'Est. Vous avez en Est, aujourd'hui, vous avez les chrétiens démocrates et les Verts. Ils ne sont pas la même chose, mais il y a une obligation. Les électeurs votent, et les électrices, pardon, et après, il faut faire avec. Et on est obligé de trouver des compromis. Et que l'Europe, c'est l'apprentissage du compromis politique. Et que les populistes automatiquement obligent les autres forces politiques à faire dans les élections, de proposer quelque chose, de défendre leur programme, mais après de dire, et après on fera de la politique. La politique, c'est les compromis. En France, c'est compromission. Mais c'est le contraire. Le compromis, c'est l'intelligence politique. Et les Français qui se croient quand même les plus intelligents en politique, s'ils apprenaient à faire des compromis, ils seraient à la hauteur de leurs prétentions d'intelligence. Moi, je suis absolument persuadé de cela. Et c'est ça, donc, il y aura au Parlement européen, vous aurez une majorité qui va émerger, qui sera un compromis où tout le monde pourra dire c'est pas tout ce que j'ai moi, mais c'est un compromis qui sera du côté d'une idée d'une démocratie libérale contre les tendances autoritaires et illibérales d'une autre partie, disons, des forces politiques. Alors, dernière ou avant-dernière question, monsieur là, et... Il n'y a pas une dame, quand même, qui pose... C'est bizarre, hein. D'habitude, il y a une dame, comme on dit. Monsieur. Merci mille fois pour votre exposé. Et une petite, pas une boutade, mais pourquoi vous ne remplacez pas Monsieur Juncker à un moment quand même, comme porteur de rêves et d'idéal enfin bon, ça c'était une petite boutade. J'imagine que si vous ne l'avez pas fait, c'est que vous avez vos raisons. Une petite question technique. Vous parliez de lever l'unanimité pour les aspects fiscaux. Est-ce qu'il faut l'unanimité pour lever l'unanimité ? Auquel cas, on va être un petit peu... Oui. Les mêmes pays vont s'opposer aux mêmes... mais ça part d'une bonne intention. C'est déjà appréciable de la part de M. Juncker, mais il y a peu de chances que ça se fasse, finalement. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation au niveau européen où le blocage sur la fiscalité est aussi lié au blocage sur les problèmes du budget européen. Et vous savez que le budget européen, c'est 1% du PIB, du PIB de chaque pays. Donc quand un pays vous dit « nous on paye plus », c'est complètement idiot. Tout le monde paye proportionnellement la même chose. Alors les Allemands payent plus, non pas parce que l'Allemagne paye plus, mais parce qu'ils ont un PIB qui est au-dessus de Malte. Donc c'est évident que l'Allemagne paye plus que Malte, ou que la France, ou que je ne sais pas quoi. Mais aucun pays ne paye plus. Ça, c'est une maladie allemande, que les gens vous disent, nous on paye plus, c'est toujours l'Allemagne qui paye. Non, c'est 1%. Le problème que le budget européen, dans ce qui est donné au budget par les États, est à l'unanimité. Les dépenses, c'est à la majorité. Il y a le Parlement qui est dedans. Mais le Parlement n'étermine pas. Et c'est là où il y a un blocage en ce moment. Et le Brexit va créer encore plus de problèmes. Parce que la contribution anglaise, même s'il y a « I want my money back », un peu moins, il y a quand même une forte contribution. Et d'ailleurs, pour la première fois, j'ai entendu la FNSEA qui dit « Pour nous, c'est dramatique que l'Angleterre sorte, parce que ça va être dramatique pour le budget agricole. La PAC va... » Voilà. Donc tout d'un coup, on s'aperçoit « Ouh là là !» Tout d'un coup, on se dit, alors qu'on crachait sur tout et n'importe quoi, on se dit « Ouh là là, on va avoir des problèmes ici et ça. » Donc, comme il y a un problème sur le budget, aujourd'hui, il y a pour moi... Ce qui va être intéressant dans les années à venir, c'est que on va revenir sur le 1%. C'est intenable. Le budget fédéral américain, c'est 27% du PIB américain. 27%. Enlever l'armée, enlever tout ça. Moi, je veux pas. L'Europe, si elle veut se développer, si elle veut être à la hauteur des problèmes sociaux, des problèmes d'investissement, ça doit être 5% ou 6% des PIB nationaux. C'est-à-dire que si vous avez une souveraineté européenne,
Ben, c'est quoi l'État français? C'est si l'Alsace voit moins bien que la Bretagne ou je sais pas quoi, eh bien l'État doit compenser, doit investir pour permettre à certaines régions d'évoluer. Mais vous ne pouvez faire cela que si vous avez un budget réel. Et donc, comme on va se poser le problème des décisions pour le budget européen qui vont mettre beaucoup de personnes d'État, et là, par exemple, les Hongrois, ils veulent tous sauf sortir du budget européen, hein, parce que ça, alors là, pas question. Les Polonais, la même chose. Si les Polonais sortent de la PAC, eh ben il y a leurs paysans, ils ont les fourches et ils montent sur Varsovie, hein. Donc là, il y a une possibilité d'ouvrir justement sur la fiscalité parce qu'il y a une contrainte qui va obliger tout le monde à avancer, d'après moi. Et dernière petite question. On évoque parfois le modèle de l'Europe à 2 vitesses, avec un nombre de pays plus restreint, plus agile, les grands pays, enfin la vieille Europe, disons, ou je sais pas, l'Europe de l'Ouest. C'est un modèle qui pourrait à un moment voir le jour, avec des pays satellites. C'était un peu ce que disait monsieur sur si on revenait aux fondamentaux, etc. Moi, je crois que dans le projet de refondation qui existe et de structurer l'Europe autour de la zone euro, on arrivera, mais je crois qu'à la fin, il faut être sincère, l'Europe à 2 vitesses, c'est ceux qui veulent avancent, mais c'est aussi pour clarifier. Moi, je suis pour qu'on ne dise pas, puis on attendra. Peut-être que les gens viendront, mais moi, je ne crois plus maintenant qu'on puisse avoir, il faut que les Suédois, il faut que les Polonais, il faut que les Hongrois, tous ceux qui n'ont pas l'euro, se posent la question. On ne peut pas faire une Europe qui se différencie de telle... avec une monnaie commune ou pas. Donc, il faudra pas une Europe simplement à 2 vitesses, c'est il y a l'Europe, l'Union européenne, il y a des partenariats des pays qui participent au marché européen, c'est un 2e cercle, et il y a des partenariats privilégiés. Mais il faut se concentrer maintenant sur comment renforcer, quelle est l'idée du noyau dur européen qui, justement, maîtrise la dynamique. Mais quel est-il? Le noyau dur, je repars, ça parle de la France et l'Allemagne. Vous savez, hein, rappelez-vous comment Schengen s'est passé. Schengen, c'était 4-5 États. Et rappelez-vous que, pas Schengen, l'euro, pardon, je m'excuse. Schengen, c'est aussi la même chose, mais l'euro, quand on a commencé à penser l'euro, c'était 5-6 États, hein. Et puis, quand les Italiens ont commencé, il y a eu la fameuse phrase d'Helmut Kohl, « Eh oh, on ne fait pas un club méditerranéen ici, hein. C'est sérieux ce qu'on fait, etc. » Mais quand les gens ont vu, que les États ont vu, « Ouh là là, il y a un noyau qui se précise autour de l'euro », eh bien, ils ont tous voulu venir. Et donc, si vous faites quelque chose de consistant, qui est une vraie proposition, ben vous allez voir que le débat avec Salvini en Italie, non, on n'y participera pas, il se fait balayer par sa population. Il faut savoir faire de la politique. Il faut arrêter de pleurer et faire de la politique. Voilà ce que je dis, moi. Juste un mot pour conclure. Vous savez, vous connaissez cette phrase de Jacques Delors quand il a inventé le marché unique. Il disait, notamment à Pascal Lamy, à ses conseillers, le problème, il faut trouver quelque chose parce qu'on ne peut pas tomber amoureux du marché unique. Et donc l'idée, c'était d'essayer d'inventer, ils ont inventé avec l'euro l'idée de la constitution d'un peuple européen, que l'intégration politique viendrait de l'intégration monétaire. Mais en tout cas, moi ce que je voulais simplement vous dire, c'est vous remercier bien sûr, mais parce que je crois que vous arrivez encore à faire tomber amoureux de l'Europe. Et ça, c'est une très grande qualité. Et je vous souhaite une belle campagne électorale. Et on vous aidera, si je pense, Olivier, si vous voulez revenir au CNAM pendant le débat ou après les élections pour les commenter, je pense que vous avez ici porte ouverte. Merci infiniment et merci à tous. Le mois prochain, nous avons Michel Barnier. Ah mais il aura des choses à vous raconter. Ouais. Merci beaucoup, 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 beaucoup.